On va s'interroger sur ce qu'est aujourd'hui l'état des lieux de l'antisémitisme sous toutes ses formes en France. Il sera question aussi de s'interroger plus précisément sur les causes de cet antisémitisme dont on évoque cet après-midi donc les sources fondamentales. Et dans le troisième temps, bien évidemment, ce sera les réponses qu'on peut y apporter, des réponses bien sûr institutionnelles, politiques, juridiques, policières et bien évidemment associatives, puisque pour beaucoup d'entre vous, vous êtes aussi des militants actifs naturellement de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, de façon plus générale pour la question des droits de l'homme. L'intervention du président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, Samy Gozlan, que je vous demande donc d'accueillir. Samy Gozlan. Merci Michel Zerbib. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, un jour de semaine. Et je pense que dans quelques instants, la salle sera encore beaucoup plus remplie. Parce que ce qui me tracasse le plus, c'est que justement, il y a tellement de gens qui se soient intéressés à ce colloque. Ça veut dire naturellement que cela les préoccupe au plus haut point. Comme on me l'a demandé hier quand on m'a interviewé, j'ai dit je ne me réjouis pas justement du fait que tellement de gens aient envie de participer à ce colloque. Je suis même attristé, ça veut dire que les choses sont graves. Comme l'a dit tout à l'heure Michel, ça fait 13 ans. Quand les choses ont commencé en l'an 2000, on pensait qu'il suffisait qu'on identifie le phénomène et que les choses allaient s'arrêter. Les institutions de la République, comme les institutions communautaires, ne comprenaient pas ce qui se passait. Il y avait des rabbins qui étaient agressés, des restaurants qui étaient attaqués, des synagogues qui étaient incendiées, des écoles juives. On ignorait les raisons pour lesquelles il y avait ce mouvement. Beaucoup pensaient encore que c'était l'extrême droite qui était la cause de ce phénomène. Et il a fallu qu'on fasse un premier recensement. Premier recensement qui a été publié d'abord sur la revue de notre ami Shmuel Trigano qui va venir tout à l'heure, et puis peu de temps après par le journal Marianne. Mais les gens ne se sont pas véritablement intéressés aux choses. On s'est rendu compte que les actes les plus nombreux et les plus graves étaient commis dans des villes, c'est pour ça qu'on l'a appelé d'ailleurs de banlieue, dans des villes de banlieue où on faisait de l'incitation à la haine d'Israël et du soutien à la cause palestinienne sans aucun discernement. Alors pour moi, ce nouvel antisémitisme peut être éradiqué, peut disparaître. Il suffit que les pouvoirs publics et les associations prennent conscience du phénomène et prennent des dispositions radicales, je dis radicales, si vraiment on veut que l'antisémitisme cesse, en tout cas celui-ci, il peut cesser, il doit cesser, parce que nous, nos enfants, nos rabbins, en ont assez d'être protégés et surprotégés. Il n'est pas normal que quelqu'un qui sort barbu, en djellaba, ou avec une shashia, ou quelqu'un qui ait la peau de couleur, ne risque rien, tant mieux qu'il ne risque rien. Et que parce que de nos enfants va dans une école juive, ou qui porte une kippa, ils sont en danger. Qu'on ne puisse plus laisser un livre de prière oublié dans une voiture qui risque d'être incendiée. Tout cela doit cesser. Et pour que cela cesse, je pense que tous les intervenants que je remercie, volontiers d'avoir participé, de nous donner leur lumière, de nous faire part de leur savoir, de leur connaissance. Tout cela va nous permettre de nous dire pourquoi cet antisémitisme et comment on peut en finir avec cela. Merci à toutes, merci à tous. Merci Samy Gozlan. Je vais tout de suite appeler, je crois, le président du CRIF,
qui va faire une intervention à ce moment-là de cet après-midi. Richard Prasquier. Bonjour, merci de m'avoir fait venir pour ce très intéressant et très utile débat. Je voulais simplement me fixer sur un certain nombre de points, 3 environ, qui me paraissent importants. Le premier, réponse à une discussion qui a eu lieu sur la réalité de l'augmentation de l'antisémitisme en France, et sur le fait qu'il était parfois un peu difficile de savoir si c'était les modes de mesure qui changeaient ou si c'était la réalité des actes qui augmentaient. Nous avons maintenant suffisamment nous avons un corpus de mesures effectuées chaque année par le service de la protection de la communauté juive en conjonction avec les services du ministère de l'Intérieur, effectuées suivant la même méthodologie annuelle depuis déjà une bonne douzaine d'années, et nous pouvons donc avoir une bonne fiabilité sur les variations, lorsque ces variations sont suffisamment importantes d'une année sur l'autre pour nous donner quelques éléments. Et ces éléments, malheureusement, sont assez clairs en ce qui concerne l'année 2012. Nous n'avons pas encore, nous sommes en train de compiler, d'analyser le résultat des chiffres pour l'année 2012, dont un certain nombre d'ailleurs sont déjà ont plus ou moins filtré dans le public, mais cette analyse complète n'a pas encore été effectuée. Mais ce que l'on peut dire de façon absolument indiscutable, c'est qu'il y a eu une grande augmentation des actes antisémites au cours de l'année 2012, augmentation indiscutable, et augmentation qui est notamment particulièrement marquée lors de 2 périodes, et c'est là le point sur lequel nous devons le plus réfléchir, 2 périodes. La première période est celle qui suit les attentats de Toulouse, la deuxième période est celle qui suit la découverte de ce réseau terroriste qui s'est rendu célèbre à Sarcelles, et ensuite par la mort de ce converti dont vous avez entendu parler. Le deuxième point sur lequel je voudrais attirer votre attention dans ce cadre de l'augmentation des actes antisémites, c'est qu'à l'heure actuelle, les actes antisémites sont disons dans les définitions qui leur sont données et qui sont admises par le ministère de l'Intérieur, sont incomparablement plus importants par rapport aux autres actes antiracistes, compte tenu du fait en particulier que la communauté juive représente environ 1% de la population juive de notre pays, tout au plus. Ça, c'est le premier point. Oui, il y a une augmentation indiscutable de l'antisémitisme. Deuxième point, que peut-on en dire? Là-dessus, j'ai un temps très limité, je ne voudrais pas vous mettre en retard, et je voudrais essayer de lancer simplement quelques pistes. Il vient d'être dit que le nombre d'actes véritablement terroristes est extrêmement réduit dans toute l'Europe. On dit c'est essentiellement la Corse et l'Irlande du Nord. Certes, nous avons eu un acte terroriste, au moins un épouvantable dans notre pays en mars 2012. Ces actes-là, ce sont des actes effectivement très rares, ce sont des phénomènes très rares. Ce ne signifie pas que ce soit des phénomènes dont il ne faille pas tenir compte. L'explosion de la centrale nucléaire à Fukushima au Japon est un acte exceptionnel. Ça n'est certainement pas un acte que l'on puisse ultérieurement négliger parce qu'il est exceptionnel. Il y a effectivement une prévention de ces actes qui est nécessaire, et le fait même qu'ils soient aussi rares et heureusement, dès 11 septembre, il n'y en a pas eu tellement d'autres, mais il y en a eu quand même quelques tentatives d'autres, et cela ne signifie certainement pas qu'il faille baisser la garde. Mais l'antisémitisme,
l'antisémitisme ne se limite évidemment pas à ces actes-là. Ça représente la forme la plus, ce djihadisme externe, ça représente la forme la plus visible et la plus dramatique d'un antisémitisme dont les manifestations et dont les modalités sont beaucoup plus profondes et dont certaines sont même d'une très grande banalité. Alors, je ne vais pas là-dessus faire de cours, vous le savez très bien, le terreau à l'heure actuelle de l'antisémitisme est un terreau qui vient d'une certaine conception de l'islam telle qu'elle est véhiculée par des formes, par des formes de l'islam et par des discours qui nous sont par exemple très souvent repris par des organismes tels que le Memri que je vous recommande de lire. Et c'est effectivement derrière les individus qui commettent ces actes, il y a un passé, il y a ce discours qui devient un discours d'une permanence telle qu'il n'a plus besoin d'être réalimenté par des nouveaux événements. C'est un discours qui aujourd'hui est quelque chose qui est véritablement connu. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, les attentats de Toulouse, l'horreur des attentats de Toulouse, je n'ai pas besoin de vous en parler. Il y a eu, à la suite de ces attentats de Toulouse, quelque chose qui a été absolument dramatique et qui n'a pas eu, effectivement, il n'a pas donné la même sensation de terreur, mais quelque chose que Madame Inzlaten, qui est ici dans cette salle, a très très bien connu. C'est le fait qu'un certain nombre de jeunes dans notre pays, aujourd'hui encore, continuent de penser que Mohamed Merah, c'est un héros. Que c'est un héros de l'islam, que c'est un héros, que c'est une personnalité à imiter. J'insiste pas là-dessus, c'est un sujet que vous connaissez. On ne peut pas négliger cet aspect-là. Il y a un aspect qui va encore plus loin de cette évolution possible de l'antisémitisme, c'est que même si les attentats de Toulouse ont été chronologiquement relativement déconnectés des événements du Proche-Orient, il y a évidemment un lien très profond entre la représentation dans notre pays de ce qui se passe au Proche-Orient et notamment du conflit israélo-palestinien et une traduction absolument caricaturale en a été cette phrase de Mohamed Merah au cours de ses discours avec les policiers: je suis là pour venger les enfants de Gaza. Cette image qui est véhiculée depuis maintenant de nombreuses années de ce conflit israélo-palestinien et cette image d'Israël extraordinairement négative a des conséquences que nous ne connaissons pas encore à l'heure actuelle, mais sur lesquelles on commence à pouvoir se dire qu'elle risque de percoler en quelque sorte à l'intérieur même de la société française. Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres sur le sujet, mais il n'est pas inhabituel d'entendre dire que d'autres ont entendu, pas devant moi évidemment, mais que d'autres me disent qu'ils ont entendu dans certaines réunions où ils ont été, quand même, si les Israéliens arrêtaient de se conduire vis-à-vis des Palestiniens comme les Allemands se sont conduits vis-à-vis des Juifs pendant la guerre, les choses seraient tout de même bien différentes dans le monde. Ce genre de phrase, ça vous montre également cette espèce de retournement que certains ont signalé de la Shoah contre Israël. Ce genre de phrases-là, ce sont des phrases qui font très exactement le lien
entre cette image négative d'Israël dans les médias et petit à petit cette diffusion progressive que je pense réelle, mais pour laquelle nous n'avons pas de chiffres, dans une opinion publique qui petit à petit en est pénétrée et petit à petit commence à revenir vers certains des stéréotypes classiques de l'antisémitisme occidental que l'on connaît très bien. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est un problème de langage. Dans le combat qui est actuellement mené, dans ce combat contre l'antisémitisme, les mots sont des forteresses. Et comme dans les guerres anciennes, pour gagner la guerre, il faut gagner des places fortes. Le mot sionisme, par exemple, a été utilisé de cette façon et on pourrait faire une liste de ces mots-là. Je crois qu'il faut être assez clair sur les mots que l'on utilise. Il faudrait essayer, idéalement, d'avoir des accords et d'utiliser les mêmes mots de la même façon. Et je regarde ici Hassan Chalgoumi, parce que c'est un sujet dont nous parlons de façon assez fréquente. Je voudrais en profiter d'ailleurs pour dire mais les gens le savent, toute l'admiration que nous avons pour lui et pour le travail qu'il effectue, ainsi que pour tous les imams qui sont venus derrière lui, que je connais, que j'ai rencontrés pour la plupart d'entre eux en Israël lors du voyage où ils sont venus. Il faut être d'accord sur les mots. J'ai écrit dans Le Monde que lorsque Mohamed Merah prenait une enfant de 3 ans par les cheveux et lui tirait à bout portant une balle dans la tête, et qu'en plus de ça, il se prenait en photographie, il se filmait pendant qu'il faisait ça, c'était un acte nazi. C'était tout simplement un acte nazi. J'ai dans ma propre famille la notion d'une enfant dont la tête a été fracassée sur un arbre par un nazi pendant la guerre. Pourquoi gâcher une balle quand on peut faire ça plus simplement? Et je continue à dire que ces actes-là, que j'attribue à l'islamisme radical, ce sont des actes nazis. De la même façon, et là, c'est plus important encore peut-être, de la même façon, ça entre dans le cadre de la phraséologie et de l'idéologie nazie que de déshumaniser ses ennemis de telle sorte que l'on considère qu'ils sont des fils de porc, des fils de singes, des fils de chiens, de la même façon que les nazis considéraient que les juifs étaient des fils de rats ou des bactéries un peu particulières, c'est-à-dire pas des êtres humains. Ce discours-là, ce dernier discours, que l'on entend actuellement dans un certain nombre d'homélies qui sont prononcées par des personnalités dont certaines sont des personnalités célèbres, connues dans le monde musulman. Donc, comme vous le savez, le président de la République égyptienne, il y a quelques années, avait avalisé ce genre de discours. Ce discours-là, il faut être clair, c'est un discours de type nazi, parce que ce qu'il y a de caractéristique chez les nazis, c'est la déshumanisation de leurs ennemis. Cela signifie que ces hommes, dont certains ne prônent pas forcément les attentats massifs, la terreur généralisée, le djihad externe, mais ont plutôt une vision plus centriste de la société, tout en gardant ce discours, ces hommes sont des ennemis absolus de la société dans laquelle ils sommes. Ce genre de discours est absolument insupportable. Et il n'est pas question de considérer que ces individus-là
puissent être vus comme finalement des modérés, comme je l'ai parfois entendu dire. Et je vous promets, j'en ai pour très peu de temps, hein, je te le promets, et je peux vous dire que parler comme cela, ça n'est pas totalement évident aux oreilles d'un certain nombre de nos diplomates. Donc, ce discours-là, ces mots-là, il faut se mettre d'accord. L'islam est une religion aussi respectable que toutes les religions. Il n'y a absolument aucune discussion à ce sujet. Et toutes les religions ont leurs extrémismes, ou toutes leurs religions ont leur façon d'être interprétée qui prône la destruction de l'autre. C'est absolument indiscutable. Mais dans la définition des termes, je voudrais dire que lorsque l'on parle d'islamisme, il faudrait, à mon avis, limiter le terme d'islamisme à une conception de l'islam où le primat de la charia domine totalement la vision politique laïque de la société. Et par ailleurs, et ce sera le dernier élément que je voudrais lancer dans la discussion, aujourd'hui, il faut se méfier de l'utilisation sans contrôle du terme d'islamophobie et de l'assimilation de l'islamophobie à l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, c'est l'attaque des juifs parce qu'ils sont juifs. L'islamophobie, c'est l'attaque de l'islam parce que c'est l'islam. Et autant, je pense que dans nos sociétés laïques, on a le droit d'attaquer les religions, toutes les religions, la religion juive, la religion chrétienne, la religion musulmane, toutes les religions, parce que ça fait partie de notre liberté d'expression. Et je sais que souvent c'est douloureux, désagréable, absurde, imbécile, violent, etc., etc. Autant il doit être bien établi qu'il est interdit d'attaquer des individus ou de les critiquer ou de s'en moquer, parce qu'ils sont membres d'une religion, quelle que soit cette religion. Cette distinction-là est une distinction fondamentale. Fondamentale, et je vous remercie. Merci. Le ministre de l'Intérieur qui était cité tout à l'heure, Manuel Valls, qui était présent d'ailleurs au dîner qu'avait organisé l'imam Chelgoumi, a dit quelque chose à la fois de extrêmement simple, extrêmement évident, peut-être pour beaucoup, mais pas pour tous, c'est que l'antisionisme radical, c'était l'antisémitisme le plus virulent qu'on trouve aujourd'hui en France. Je vais appeler tout de suite donc le président de l'Assemblée nationale qui nous reçoit et que je salue et que je remercie. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs les présidents et vice-présidents, messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ici, à l'Assemblée nationale, dans cette salle Victor Hugo. Chers amis, merci d'avoir été à l'initiative de cette manifestation. Chers amis, je dois vous l'avouer, je suis aujourd'hui empli à la fois d'incompréhension et d'espoir. D'incompréhension, car je ne peux comprendre que 70 ans après la Shoah, le feu de l'antisémitisme ne soit toujours pas éteint et qu'il puisse à nouveau embraser notre histoire. Je ne peux comprendre que pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, des enfants français aient pu être assassinés l'année dernière dans notre pays parce qu'ils étaient juifs. Je ne peux comprendre que 70 ans après que la nuit se soit abattue sur le monde, nous assistions au retour de tant de vieux préjugés qui ont fait le lit de l'horreur et de la haine. Oui, chers amis, face à ce triste bégaiement de l'histoire, je suis empli d'incompréhension. Ce que je comprends, en revanche, c'est l'inquiétude de nos compatriotes de confession juive. Ce que je comprends, c'est l'inquiétude de parents pour la sécurité de leurs enfants, l'inquiétude
de nos concitoyens pour la sécurité de leur famille et pour leur propre sécurité. Je comprends cette inquiétude car elle ne repose pas sur un fantasme. C'est un fait, les actes antisémites commis dans notre pays ont augmenté mois après mois l'année passée. Et les crimes odieux commis en mars dernier, loin de mettre un terme aux manifestations de haine, n'ont fait que les renforcer. Pour autant, je suis aussi, chers amis, empli d'espoir. Empli d'espoir lorsque je pense à ce moment de la campagne présidentielle pendant laquelle tous les Français se sont réunis autour des victimes de Toulouse, faisant bloc face à nos ennemis. Empli d'espoir lorsque j'entends le président de la République ériger la protection des Juifs de France en cause nationale. Empli d'espoir lorsque j'entends le ministre de l'Intérieur affirmer que la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sera intraitable. Empli d'espoir lorsque je vous vois tous ici devant moi dans la maison des représentants de la nation. Oui, je suis rempli d'espoir car je sais que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre l'antisémitisme. Nous le ferons pas simplement pour nos compatriotes juifs, nous le ferons pour la République et pour la France. Nous le savons, l'antisémitisme n'avance que là où la République recule. L'antisémitisme ne règne que lorsque la République abdique. Ce n'est pas un hasard si, en 1940, le régime de Vichy a décidé de mener, au moment même où il instaurait un statut des Juifs, une lutte acharnée contre les écoles normales d'instituteurs, contre les syndicats et tout ce qui faisait la République. De même, ce n'est pas un hasard si le fanatique qui a récemment assassiné de jeunes enfants juifs avait, quelques jours auparavant, tué froidement 2 de nos soldats au seul motif qu'ils s'étaient engagés à défendre leur pays et ses valeurs. À l'inverse, notre histoire nous enseigne, lorsque la République est forte, l'antisémitisme est faible. Je pense, et dans cette maison, comment ne pas évoquer ce souvenir historique, à la Révolution française, qui a consacré le principe selon lequel nul ne peut être inquiété par ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Cette même Révolution française, dont le rabbin de Nîmes, lors d'un service célébré dans sa synagogue à l'été 1889, a dit « C'est notre sortie d'Égypte, c'est notre Pâques moderne ». Je pense aussi à l'affaire Dreyfus, puisque je parle de notre histoire. Il y a son rôle fondateur dans l'histoire républicaine. Cette affaire, c'est une exception française, non pas en raison de l'antisémitisme virulent dont elle est le symptôme et qui régnait hélas alors partout en Europe. L'exception française, c'est que le destin de ce jeune capitaine est devenu le destin de notre pays. Que l'affrontement des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards a redessiné notre paysage politique, y a redessiné notre histoire. Et qu'après 12 années d'une lutte acharnée, le droit et la République ont enfin triomphé. Depuis ce jour, nous le savons, là où est la République, là où elle triomphe, l'antisémitisme périt. Au fond, la lutte contre l'antisémitisme, c'est un combat pour la France. Parce que lorsqu'une composante de notre pays est touchée, c'est notre pays
qui vacillent. Les Juifs de France portent en eux, comme chacune des familles de notre patrie, un fragment de notre histoire et de notre identité. C'est pour cette raison que tout acte antisémite commis sur notre territoire est un acte anti-français, que tout meurtre antisémite est un meurtre anti-français. Et parce que c'est la communauté française qui est aujourd'hui meurtrie dans l'une de ses composantes, c'est à la communauté française de combattre dans l'unité l'antisémitisme. Combattre l'antisémitisme, c'est d'abord, et ça vient d'être rappelé, le dénoncer sous toutes ses formes, quel que soit son visage. On le sait, l'antisémitisme ne cesse de s'adapter pour mieux séduire. Il s'est mis au parfum de l'époque, il chatte sur Internet, il tweet sur les réseaux sociaux et n'hésite pas à aller sur Facebook pour recruter de nouvelles têtes. Oui, l'antisémitisme a muté. Cette conférence aujourd'hui nous permet d'en cerner un peu mieux le visage. À l'antisémitisme des années 30 a succédé un antisémitisme nourri de fondamentalisme religieux. Un terrorisme, celui-là même qui a sauvagement assassiné des enfants sur notre territoire. Un antisémitisme qui dévoie une religion que tant de nos compatriotes pratiquent dans la paix et dans le respect. Les mots ont un sens. L'islam est une grande religion et l'islamisme une grande profanation parce qu'il bafoue les valeurs et les principes de l'islam, parce qu'il bafoue les valeurs de millions de Français qui ne se sont jamais reconnus dans l'islamisme et qui ne s'y reconnaîtront jamais. Ces musulmans de France, ces héritiers de l'islam des Lumières, ces millions de nos compatriotes qui souffrent aujourd'hui d'être stigmatisés et d'être assimilés à tout ce qu'ils exècrent, l'enjeu pour notre pays n'est pas de savoir si l'islam est compatible avec la République. Des millions de Français l'ont déjà prouvé, et cela depuis si longtemps. Je le dis ici, affirmer l'inverse, c'est faire le jeu des islamistes. C'est abandonner des millions de nos concitoyens qui croient en leur religion et qui aiment leur pays. L'enjeu pour la République, c'est au contraire d'affirmer aujourd'hui, haut et fort, que l'islam n'a rien à voir avec l'islamisme et avec cet antisémitisme qui en est le fruit. Mais à côté de cet antisémitisme nourri de fondamentalisme religieux, il existe aussi un autre antisémitisme. Un antisémitisme qui, au lieu de marcher au grand jour, avance tapis dans l'ombre. Un antisémitisme qui n'assume pas son nom et préfère se cacher derrière un apparent antisionisme, un discours plein de fureur et d'amalgame qui ouvre la porte à tant de haine et tant de violence. À la plasticité de l'antisémitisme doit répondre aujourd'hui l'intransigeance de la République. Tous les pouvoirs publics sont d'ores et déjà mobilisés. Le gouvernement présentera prochainement un plan d'action contre le racisme et l'antisémitisme. On ne peut que s'en féliciter. Le Parlement, ici même, dans cette maison de la loi, je suis désolé que M. Jakubowicz ait eu l'occasion de partir, mais je ne fais pas d'opposition entre l'éducation et la loi. La loi, c'est la règle de vie commune. La loi, c'est l'affirmation de ce qui nous fait faire société commune. La loi, ce n'est pas simplement la sanction. La loi, c'est ce qui permet à chacune et chacun de faire la différence entre l'espace privé de sa vie et l'espace public qui doit nous rassembler. Et la loi, qu'elle est belle la loi, lorsqu'elle est votée, lorsqu'elle est partagée et lorsqu'elle est respectée. Et le Parlement veillera à ce que ces engagements soient remplis et à ce que tout soit fait
pour que la sécurité de nos compatriotes soit pleinement assurée. Comme chacun des députés de la nation, soyez certains que j'y veillerai personnellement, car ce combat est au cœur de mon mandat, car ce combat est au cœur de ma vie, et le fait que je sois né en Tunisie y est peut-être pour quelque chose. Je l'ai dit le jour de mon élection en tant que président de l'Assemblée nationale. Je le redis aujourd'hui devant vous. La défense et la promotion des valeurs républicaines, tel est mon projet. À ce titre, la lutte contre l'antisémitisme et le racisme a été et sera toujours pour moi une priorité. Comment combattre l'antisémitisme? Combattre l'antisémitisme, c'est d'abord ne pas le sous-estimer. C'est refuser de passer sous silence la moindre de ces manifestations. C'est dénoncer fermement toutes ces formes d'expression. À ce titre, je souhaite saluer ici le remarquable travail que tu accomplis, cher Sami, ainsi que par le travail accompli par les conseils des communautés juives et le bureau de vigilance contre l'antisémitisme. Combattre l'antisémitisme, c'est aussi ne jamais l'excuser. Nul motif politique, religieux ou sociologique ne saurait justifier ou même atténuer la violence d'un acte antisémite. Combattre l'antisémitisme, c'est le combattre sur tous les fronts, quel que soit le lieu où il a choisi de s'exprimer. Nous le savons, notre tâche ne sera pas simple, en particulier lorsqu'il se répand sur Internet depuis des sites basés à l'étranger. Combattre l'antisémitisme, c'est veiller à ce que les horreurs du passé ne tombent pas dans l'oubli. C'est continuer à remplir notre devoir d'éducation et de mémoire. C'est mettre l'histoire au service de l'avenir. Certes, l'histoire ne se répète jamais tout à fait. Cependant, elle nous enseigne que même l'inimaginable est envisageable, que ce que l'homme peut faire à l'homme n'a pas de limite, et que toute compromission vis-à-vis de l'intolérance engage notre responsabilité individuelle et notre responsabilité collective. Combattre l'antisémitisme, c'est refuser de voir le peuple français se diviser au nom de guerres qui ne sont pas les siennes. C'est refuser que le conflit israélo-palestinien devienne un produit d'importation. C'est refuser de lire l'antisémitisme comme un acte de rébellion. Enfin, combattre l'antisémitisme, c'est renforcer le sentiment d'appartenance à notre nation. Car, qu'on se le dise, rien ne sera jamais plus efficace pour combattre les forces de l'ombre que l'amour de la France. Et que la foi inébranlable de nos concitoyens en la puissance de ses principes. Voilà, tout simplement, chers amis, les batailles qui nous appellent. Voilà les combats que nous allons mener et que nous menons. Nous le ferons pour l'unité de notre pays et l'avenir de nos enfants. Nous le ferons pour que tous les Juifs de France puissent pleinement vivre leur identité. Je tiens ici à le dire solennellement. Oui, l'identité des Juifs de France sera pleinement préservée. Non pas simplement parce que la communauté juive de France est la plus grande communauté juive d'Europe. Non pas simplement parce que la communauté juive de France est la troisième communauté juive du monde, mais parce que sans cette part d'identité juive, sans cette part de son passé, de son présent, de son avenir, la France ne peut pas être grande.
Merci de votre attention. Je tiens à vous remercier à toutes et à tous. Je tiens à remercier Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Claude Bartolone. Je tiens à remercier son cabinet, tout son staff, qui nous ont permis d'organiser cette réunion aujourd'hui. Je tiens à remercier Michel Zerbib et puis tous les intervenants qui ont répondu à son invitation. Et ce que je voudrais aussi, c'est, si tu me permets, Claude, de t'offrir un tableau qui est le premier prix du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Ça s'appelle le prix Vigilance. C'est un tableau qui a été peint par une artiste qui expose actuellement au Sénat. Donc c'est pas tellement loin d'ici. Nous sommes liés.